voudrais d'abord en ouverture, je ne sais pas si je commence. Oui, je voudrais d'abord en ouverture remercier Monsieur le secrétaire perpétuel. C'est le Haj Amri, je vous remercie infiniment de nous avoir donné l'occasion de montrer un ensemble de processus et un ensemble d'actions qui se font aujourd'hui dans le sud marocain. Je voudrais aussi remercier tout l'ensemble de l'académie et je vous prie de croire que devant un tel parterre, on est tout humble et tout petit. Mais j'espère aussi remercier l'équipe du web documentaire, si Bachir Tamer, si Mehdi Ben Sid, si Karim Belbachir, Monsieur David Gury et toutes leurs équipes techniques. Parce que pour ceux qui ont eu la chance d'aller dans le stand de l'Académie, vous avez peut-être vécu l'immersion. Et ce sont des techniques qu'on a choisi de montrer qui sont quasi uniques dans le royaume ou qui sont en tous les cas embryonnaires. Et nous voulions employer les techniques les plus pointues pour montrer un patrimoine considéré comme millénaire. Ça nous paraissait intéressant de voyager dans ces constructions avec cette idée. Je voudrais donc remercier l'ensemble des personnes qui ont permis qu'aujourd'hui nous puissions montrer l'importance de cette architecture et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un legs patrimonial absolument immense, mais que nous devons saisir l'opportunité que nous donne la COP22 de voir qu'il est résolument tourné vers l'avenir pour peu qu'on daigne se poser cette question. Et en principe, c'est automatique. Et je voudrais vous dire que nous allons aujourd'hui vous présenter le génie des lieux, c'est-à-dire cette mémoire de la résilience qui vient du Sud, peut-être que tout va bien finalement, pour vous parler aussi de la qualité des espaces publics, au-delà des mises en œuvre, ce que j'appelle la dignité d'habiter. Et dans tous les projets, nous avons tenu à essayer de toujours être près des personnes et avoir une attitude par le bas, vers le bas. Ensuite, évidemment, nous parlerions des matériaux à faible intensité carbone, ce que j'appellerais les petits projets avec de grandes ambitions qualitatives. Il me semble que la qualité, elle ne doit pas être portée que pour une certaine élite, mais pour tout le monde. Et donc, en conclusion, je dirais qu'une page serait à écrire si nous faisons confiance en l'homme. Alors, je vais commencer par l'évolution de l'habitat. Tout le monde a conscience qu'en 30 ans, 40 ans, les qsour, les qasabat, les tagadirt, les irman, se sont vidés pour qu'il y ait tout à coup une transformation radicale des conditions de l'habitat au Maroc. Je voudrais qu'on soit attentif à ces questions-là, parce que souvent, on voit ces architectures multiséculaires établies pour des tout petits ménages, et on oublie que dans les années 50, le 44 ans était notre espérance de vie. On oublie que dans les ménages, il y avait très peu de gens, il y avait peut-être 5 personnes. Toutes les personnes qui ont en tête les statistiques, Oustad Ouammou qui est là, on sait très bien qu'il y avait par exemple à Tiznit en 1960 peut-être 6 000 personnes et aujourd'hui on est à 75 000. Donc je veux dire que toute cette dimension, l'échelle de l'habitat ne doit pas nous faire perdre l'idée que si cette croissance démographique a apporté une ouverture vers une architecture moderne, différente, il y a eu un appauvrissement, il y a eu un abandon des technologies ancestrales, mais nous ne devons pas perdre de vue que ce n'est pas parce qu'on a changé d'habitat qu'on doit abandonner ces techniques. Et c'est vraiment le propos que je voudrais vous faire
vous faire comprendre aujourd'hui, parce que, au fond, s'il y a l'abandon des pratiques de stockage au sein des demeures, si on change de façon de vivre, si tous les usages sont complètement bouleversés, il n'en reste pas moins qu'on ne doit pas pour autant abandonner ces espaces et abandonner aussi ces matériaux auxquels nous apposons un peu rapidement je dirais, une incompétence, c'est-à-dire qu'on croit que la terre n'est pas capable de porter, on croit que la pierre est moins bonne que le béton. Or, toutes les techniques, techniques, je dirais, de mesure d'intensité des matériaux, de mesure de la qualité des espaces, de mesure de thermicité, etc., nous font prendre conscience que nos matériaux ancestraux sont toujours performants, et que ce n'est pas parce qu'il y a un vieillissement des villages, qu'il y a un vieillissement, un discrédit des pratiques, que nous allons perdre aussi ces villages-là. Et je crois que c'est ce sur quoi je voudrais qu'on insiste. Désormais, dans le cadre de la démarche d'éco-rénovation, de la démarche d'éco-construction, nos bâtis anciens peuvent être utilisés pour de nouveaux usages, et on peut, avec nos matériaux locaux, construire pour la durée dans un usage contemporain. On oublie que notre Pisé est multiséculaire, qu'il a traversé la Méditerranée après qu'il ait été mis au point par les dynasties, les Almoravides, les Mouahidines, et qu'il a traversé la Méditerranée pour s'épanouir dans les péninsules ibériques où aujourd'hui il est extrêmement admiré. Et nous oublions ce poids de notre héritage. C'est pour ça que je vous ai fait ce dessin où on voit cette perte et où on voit aussi cette perte qualitative. C'est-à-dire qu'on passe d'un usage très particularisé à un usage, je dirais, très banal. Alors, les génies des lieux. Dans notre Maroc le plus traditionnel, on a aujourd'hui, et tout le monde connaît ces images, on a une d'immenses possibilités constructives. Vous voyez les façons dont ces paysages ont été investis par l'homme, comment ils ont été édifiés sur la durée, et vous allez voir que j'ai choisi un certain nombre de façons de construire parce que ça nous donne des leçons d'architecture, parce qu'à chaque fois on voit bien que les anciens, avec du bois, avec de la pierre, ont fait presque aussi bien qu'avec du béton, qu'avec l'astuce, qu'avec l'intelligence humaine, ils ont su, avec très peu de moyens, avec ce qu'on appelle l'architecture de collecte, ramasser la pierre là, aller chercher des bois ici, traiter du peu d'eau que nous avions, comme l'a présenté tout à l'heure notre éminent spécialiste. Avec très peu de choses, on a fait des miracles. Et je vous montre tous ces lieux qui représentent vraiment la mémoire constructive du royaume, parce que je crois qu'il ne faut pas que nous oublions qu'il y a là une possibilité extraordinaire et que nous ne devons pas les négliger. Cette année, avec le Prince Claus Fund et avec le GH Fund, nous avons restauré les 2 greniers absolument magnifiques de Antwi dans la région de Gulmim. Et nous avons fait, vous voyez qu'avec les pluies, la façade avait été complètement arrachée. Donc nous l'avons restauré avec les techniques traditionnelles, avec la patience, avec les mules, avec tout ce temps qu'il faut aussi. Et nous sommes aujourd'hui dans une rapidité, dans une vitesse, et nous oublions. Mais souvent, j'ai coutume à dire que quand on construit souvent 2 fois. C'est-à-dire qu'on va construire le gros œuvre à toute vitesse, et ensuite on va venir pour le second œuvre rhabiller, revoir, etc. Alors que si nous prenons nos diors, si nous prenons nos qasabat, si nous prenons toute cette architecture tectonique multiséculaire, on voit bien que c'était le matériau, que c'était la façon de construire qui donnait la forme. Et je vous montre aussi ces images pour vous dire, il est possible de restaurer. On voit très bien la façade arrachée, et on voit très bien avec les images ici de Mehdi Mensid comment ces monuments nous ont été restitués et qu'on peut les restaurer. Quand j'entends qu'on ne peut pas restaurer, je dis non, on peut. Il faut du temps, il faut des règles de l'art strictes, il faut accompagner, mais
certes, on peut restaurer, et à l'Académie, nous vous invitons vraiment à mettre les casques et à vous immerger dans ces espaces qu'on a reconstitués, et nous espérons que tous nos hôtes, vont venir visiter ces belles expériences architecturales. Et je n'ai pas résisté à vous montrer ces images prises en drone par Mehdi Bensid, ici présent. Je n'ai pas résisté parce que c'est là qu'on voit combien les anciens, avec très peu de moyens, ont fait ce que vous voyez, ont franchi 200 mètres depuis le sol jusqu'en haut, ont ensuite fait cette couronne de pierre et ont maintenu une architecture tout à fait extraordinaire à éperon barré, c'est-à-dire capable de se défendre d'assaillants tout aussi nombreux en étant très peu nombreux à l'intérieur pour défendre ce qu'on appelle les igoudaires, les irman, nos greniers collectifs qui sont encore actifs. Et je crois que là, je dois faire une seconde parenthèse pour vous dire que la chance que nous avons dans le royaume, c'est que notre patrimoine est vivant. Et ça, c'est extrêmement rare, parce que si vous franchissez la Méditerranée, on a vu pour le tribunal de Valencia qu'il est toujours vivant, mais ça fait partie des rares choses encore vivaces. Et nous ne voyons pas, car c'est considéré comme quelque chose de loin, mais en vérité, c'est plus proche qu'on ne le croit. Et je crois que nous devons, nous, prendre conscience de ça, savoir qu'il y a dans nos oasis, dans l'Atlas, un réservoir de possibilités que nous n'exploitons pas. Et je vais maintenant vous porter vers l'idée des espaces publics, parce que pour moi, quand on a commencé à restaurer, la vraie idée était de rendre la dignité d'habiter. C'est-à-dire que dans des espaces déconsidérés, dans des espaces relégués, abandonnés, il était question plutôt de se dire mais oui, on peut les réinvestir une fois qu'ils sont restaurés. Et tous les projets que vous allez voir vont vers cette idée-là, c'est-à-dire on restaure un lieu pour l'habiter, pour l'investir, pour les gens. On ne restaure pas pour momifier, on ne restaure pas pour avoir une belle architecture à photographier, non, ça c'est de la carte postale, ça n'a aucun intérêt. On restaure pour que les gens reviennent. Et là encore, je dois vous dire que pour le Qsar d'Assa, on m'avait dit c'est un lieu abandonné, il n'y a plus rien, etc. Et en fin de compte, quand on y allait en 2005, quand nous avons commencé, eh bien, le Qsar n'était pas abandonné. Il y avait les ziyaras tous les vendredis, il y avait les tombeaux privés, il y avait donc toute cette activité autour de la sacralité du lieu. Mais il y avait aussi d'autres espaces fédérateurs qui faisaient qu'à date fixe, par exemple pour le Mouloud, on se réunissait. Et ce lieu, qui était certes ruiné, était considéré comme abandonné par des gens extérieurs, mais totalement investi par les gens locaux. Ce qui fait que quand nous avons restauré, les gens sont venus, ils ont participé. Par exemple, pour le théâtre de plein air, ils m'ont dit « Tu as oublié les loges !» Et on a fait les loges pour les hommes, pour les femmes, vous les voyez là. J'ai donc corrigé les plans, adapté à cette demande. Et ensuite, on n'avait même pas terminé que déjà les gens investissaient. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne momifie pas notre patrimoine, mais on le rend vivant pour le porter aux gens. Et je crois que c'est cette idée, quand on la comprend et quand on va dans ces oasis ou dans la ville de Tiznit, où Stade Ouamoun nous fait le grand honneur d'être là aujourd'hui, eh bien, on voit que dès qu'on s'occupe de mettre en valeur des espaces jusqu'alors relégués, tout de suite ils sont investis et tout de suite les gens comprennent que c'est à eux et qu'ils peuvent les investir. Je vous dis ça, ça paraît un truisme, n'empêche que c'est pas comme ça qu'on procède. Souvent, on arrive, on fait une restauration, on s'en va, alors qu'il faudrait venir, rencontrer et ensuite construire avec les gens pour donner le meilleur. Parce que souvent, on m'a fait le reproche en me disant, puisque j'ai fait mes études à Paris, tu sais, ici, on n'est pas à Paris. Non, on n'est pas à Paris, je sais bien qu'on n'est pas à Paris, mais moi, je voudrais que la qualité soit au rendez-vous. Et la qualité n'est pas réservée à qu'une certaine catégorie. La qualité est pour tous. Et cette idée-là, elle s'est transmise. Ici, à Gadir Ouzrou, on a pu le voir aussi. On a restauré la falaise, puis Iminou Gadir, et on a pu voir tout de suite les gens réinvestir l'ancienne porte
notamment pour Ramadan, et à ce moment-là, parce que c'était des soirées festives, Ramadan, les gens venaient. J'ai mis des clins d'œil avec de l'eau par rapport à la conférence précédente, et pour dire aussi que la vie est dans l'eau, bien sûr, mais que dès qu'on travaille ces espaces, on travaille aussi les paysages. Dès qu'on travaille ces espaces, on réfléchit aussi aux ressources locales pour faire en sorte que quand on soigne nos espaces, on soigne aussi tout ce qu'on peut au niveau de l'environnement. À Gadir-Ouzrou, il y a un clepsydre à cadran solaire qui mesure l'eau, qui est encore en activité. Et j'ai lu qu'à Oman, ils ont les mêmes systèmes, mais que malheureusement, c'est plus du tout actif. On a les mêmes Tata, on a comme ça du patrimoine immatériel extrêmement vivace, mais auquel on ne fait pas suffisamment attention, alors même qu'il est présent. Je vais vous présenter, après ces espaces, vous voyez, quand les gens Ramadan se sont réunis, c'était un bonheur, et ils ont réinvesti ces espaces collectifs, parce que j'insiste aussi sur la notion de collectif. À qui appartient le collectif ? Souvent, quand on restaure, on a des gens qui s'approprient un ancien espace du collectif pour eux-mêmes. Et souvent, on arrive et on restaure juste à temps pour que ça reste dans les mains de tous. Mais que signifiait le collectif il y a 2 ou 3 générations, et que signifie-t-il aujourd'hui ? La porte, une fois restituée, ça a été remarqué par la Khan Howard en... Ah, j'ai un souci, malheureusement. Aucun signal. Alors, je vais poursuivre, même si je souhaite qu'il y ait des images. C'est mis en veille. Je souhaite qu'il y ait des images pour dire que c'est pas du tout une utopie, que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on peut dire à la marge, que justement, c'est pour moi la voie de demain, la voie de la sagesse. Et c'est pour ça aussi que je vous montre toutes ces images pour vous dire c'est pas du blabla, c'est une expérience sur la durée, c'est une expérience avec les personnes sur place, c'est une expérience avec les malmines, c'est une expérience d'exigence aussi pour qu'on soit dans les bons matériaux, dans les espaces tels qu'ils étaient. Souvent on n'a pas d'archives, donc il faut reconstruire avec l'oralité, c'est très compliqué. Sur Tiskmoudine, avec l'Agence du Sud, nous avons restauré une place collective et la porte. Et nous avons à ce moment-là fait en sorte que les femmes qui avaient réinvesti ce lieu relégué aient un nouvel espace pour elles. Et en même temps qu'on a reconstruit l'histoire locale avec les doyens, eh bien, on a cherché à donner à chacun la possibilité de vivre dans ces espaces avec cette dignité dont je vous parle. C'est-à-dire qu'on a rendu la possibilité de retrouver un espace perdu tel qu'il était, avec les qualités, avec la façon d'être construit, et en même temps on a essayé de dire aux gens: alors de quoi avez-vous besoin ? Un espace pour les enfants, on va faire des terrains de jeu. Un espace pour les femmes, on va faire un espace pour, ils font tagoula, c'est-à-dire pour le jour de l'an, tout le monde se réunit, apporte une nourriture spirituelle naturellement, et tout le monde se réunit et partage. Donc ces espaces étaient extrêmement importants pour porter. Et il n'était pas question que la restauration, elle évacue tout ça. Donc je vais vous faire grâce des définitions d'éco-construction. Nous sommes dans l'éco-construction, dans tout ce qui est tradition, et tout le monde est un peu comme on fait tous de l'éco-construction sans même s'en rendre compte, dès qu'on regarde la main, les matériaux locaux, et dès qu'on a aujourd'hui le souci de l'environnement. Et ce que je voudrais dire maintenant, c'est, après la qualité des espaces publics, après le génie des lieux, c'est comment ces matériaux à faible intensité carbone peuvent porter toutes sortes de projets. En l'occurrence, je vais vous présenter des projets qui ont limité l'impact, qui sont faits dans la Hamela de Tapa, avec sur place des ingénieurs remarquables qui ont l'amour des procédés locaux et qui ont appuyé. Mais auparavant, je ferai une petite parenthèse sur le house de Tahennaout et sur un projet que nous avions mené il y a beaucoup de temps maintenant, avec ces façons de faire. Et je vous ai présenté ce projet pour que vous voyez la différence entre un projet fait pour la villégiature, pour des gens de passage qui vont payer un certain prix, et puis un projet
pour le commun. Et ce projet dans le house est destiné à des gens très privilégiés qui cherchent justement les matériaux sains, qui cherchent à venir en étant dans un univers absolument préservé et qui cherchent à être en pleine nature. Et en même temps, quand nous proposions cela avant le décret de 2013 sur les matériaux locaux qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, parce que nous n'étions pas tout à fait, on ne pouvait pas tout à fait utiliser les matériaux locaux jusqu'alors. Donc le décret d'application est arrivé en 2014 et il nous a laissé le champ libre pour utiliser la pierre, la terre, jusqu'alors très difficile à mettre en œuvre parce que ne répondons pas à des normes. Et donc au moment des autorisations, ça posait de vrais soucis. Et après le drame d'El Hoceima, on a eu encore plus peur et la législation s'est beaucoup contrainte et nous a obligés à ajouter encore et encore du béton. Et tous ceux qui connaissent le Tibet, l'Himalaya, savent qu'on peut avoir des approches antisismiques qui utilisent aussi du bois. Et que ça aussi, c'est un champ expérimental que je suis sûre certains ont commencé à investir. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit toujours réfléchir à ce qui existait et ensuite voir, et non pas toujours prendre des recettes, j'appelle ça des recettes de cuisine, qui ont fonctionné ailleurs et les transplanter dans des régions qui sont souvent très chaudes l'été, froides l'hiver, et que donc ça, c'est tout à fait inadapté. Alors, l'innovation, ce n'est pas parce qu'on construit en terre crue, en pierre, qu'on n'innove pas. Et on n'innove pas simplement avec le matériau. C'est pas parce que je mets du ciment que je fais quelque chose de tout à fait moderne. Je peux faire quelque chose de tout à fait inintéressant avec du ciment. Et donc, je vous montre aussi des images où on voit des hommes, j'espère que l'image va arriver, où on voit des hommes parce que, pour moi, cette mémoire des savoir-faire, elle passe aussi par les hommes. Et l'artisan, aujourd'hui, il a dans ses mains tout ce savoir-faire qui lui vient de très loin et qu'il peut à nouveau porter pour aussi une innovation. Et je vais vous donner un tout petit exemple. On va voir Tissint. À Tissint, on a fait une maternité en terre et l'été, quand il faisait 42 à l'extérieur, d'ailleurs quand on a filmé il faisait 45, eh bien il faisait 27 degrés à l'intérieur. Donc les gens, la population qui était à côté, est venue voir et ont demandé aux ouvriers comment tu as fait ça, et ils sont copiés, et j'espère qu'ils vont copier ça pour leur maison, parce que je vous montre maintenant des projets qu'on dit petits projets, qui pour moi sont très grands, qui sont ici un centre culturel, une maternité, vous allez voir, des foyers féminins, etc., qui sont une façon de dire, bien, nous avons des petits budgets pour faire des petites architectures. Élevons le niveau, proposons quelque chose de qualitatif et voyons comment vont réagir. Et tout de suite, les gens ont accepté. Tout de suite, la galerie bioclimatique a été comprise. Tout de suite, les gens ont adhéré. Tout ça pour dire qu'en vérité, quand on construit avec ces principes bioclimatiques et qu'on s'appuie sur la mémoire des savoir-faire, sur l'innovation, comme vous le voyez, eh bien, on a des personnes qui adhèrent automatiquement et qui adhèrent parce que ça correspond à un vide, parce que souvent on vient nous dire, mais en effet, ce que mon grand-père m'a appris, moi je n'ai peut-être pas su, je l'ai oublié, mais il est encore temps de le réinvestir pour le proposer aux mémoires futures. Et ici, je pense, dans les projets que vous voyez, dans le programme imparti, dans le budget imparti, nous avons proposé quelque chose qui soit à la mesure des besoins aujourd'hui, en 2016. Et là encore, je vais faire une autre parenthèse sur le coût. On entend souvent que le coût des matériaux locaux est supérieur au coût des matériaux importés, comme le ciment. Je ne vois pas comment, à Etouabli, dans la région de Tata, construire en ciment pouvait être plus cher que de construire avec la terre ou la pierre qu'on a fait venir à moins de 20 km. C'est un peu impossible. Donc toutes ces questions de durabilité, nous devons nous en soucier, et nous en soucier au niveau de
comment ces espaces vivent, combien ils vont coûter au moment où ils sont construits, combien ils vont coûter en termes d'entretien et en termes de consommation d'énergie, etc. Et combien aussi ils vont coûter le jour où on les démantèlera. Et tout à l'heure, vous avez vu une phrase, ça, c'était de la poussière et ça retournera à la poussière. Je crois que ce souci de notre impact environnemental, on l'a dans le royaume et on l'a depuis longtemps. Et on l'a puisque le ministère de l'Environnement a été créé dans les années 70, donc la conscience était là, après il y a eu des fondations, etc. Il y a un vrai travail qui se fait depuis presque maintenant 30 ans, 40 ans autour de ces questions-là. Donc tout ça arrive à un moment où ça tombe sous le sens. Et comme ça correspond à finalement un besoin local, eh bien, les gens ne nous disent plus, comme ils pouvaient nous le dire il y a peut-être 5 ou 6 ans, c'est de l'utopie, mais ils nous disent plutôt « Ah mais oui, mais c'est la voie de demain ». Donc peut-être suis-je un peu lourde à redire tout cela, mais nous avons réinvesti, vous voyez, ici c'est aussi un traitement bioclimatique avec des petites fenêtres en hauteur qui, comme dans les qsour et les qasabat, va drainer de l'air frais et va passer dans les plafonds. Et donc on a mis comme ça des dispositifs, outre les matériaux locaux, de façon à ce que circule l'air en permanence l'été. Et on a refermé ces oculi parce qu'il fait froid l'hiver, pour que cette maternité, des femmes qui viennent d'accoucher, elles se trouvent bien. Et donc on a travaillé les murs avec la douceur à l'intérieur. On a laissé la pierre à l'extérieur, ce qui donne tout de suite une capacité, une compacité au bâtiment, mais aussi une inertie thermique indéniable qui tombe sous le sens, mais qui est importante dont il faut prendre conscience aujourd'hui. En conclusion donc, je parlerai des hommes et je dirais que c'est une page à écrire qui se tourne vers nous, et je parlerai aussi de plusieurs projets que nous avons à Tiznit en ce moment, où justement nous avions la chance d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui n'opposait pas tradition et modernité, et qui n'opposait pas, comme le Japon, comme je dis souvent, on le consomme aujourd'hui et depuis des millénaires. Pourquoi on ne l'abandonnera pas demain? Pourquoi pour la terre crue? Pourquoi pour le pisé? Pourquoi pour la pierre? Nous n'aurions pas la même réflexion. Donc je termine avec ces projets qui sont tournés vers les hommes. Je ne parlerai pas d'Ain Zarqa parce que on en a beaucoup parlé, mais je dirais, voilà, là on est en train de réinvestir des techniques ancestrales, on propose des espaces qui sont tout de suite investis, tout de suite acceptés, tout de suite qui sont fonctionnels et agréables, mais qui sont innervés dans notre passé. Et en même temps, on propose aux gens une fraîcheur, on propose aux gens une qualité d'espace, on propose aux gens aussi de relire leur histoire. Et je crois que si on travaille ces espaces et qu'on oublie aussi qu'un espace porte une histoire et qu'un espace traduit, ici on est dans le noyau fondateur de la ville, donc cet espace, il va traduire aussi toute une histoire qui s'est passée, toutes des périodes où l'homme s'est implanté, en l'occurrence auprès d'une source, et ensuite il n'a cessé, l'habitat s'est fait, il n'a cessé de grandir. Donc à chaque fois que nous avons un espace, on doit aussi traduire l'histoire du lieu et montrer aux gens par le choix des matériaux, par le choix des mises en œuvre, par le choix des formes, que ça vient pas d'ex nihilo, qu'on choisit aussi des formes et des architectoniques adaptées à un espace et adaptées à des lieux qui vont retraduire ce patrimoine pour le rendre aux générations futures. Et je ne vais pas vous étonner en vous disant que la jeune génération aujourd'hui ne sait plus ce qu'est le pisé et qu'on est obligé de leur montrer que tabout c'est un grand coffre qu'il faut taper, etc., pour que tout à coup ils prennent conscience et qu'ils nous disent « Ah, ok, maintenant je comprends et je peux enfin m'approprier ce patrimoine ». On oublie que si la génération aujourd'hui active sait ce qu'est cet héritage, eh bien la génération qui vient, elle, a oublié. Donc on a aussi, je pense, un devoir de mémoire, et en même temps qu'on va se tourner vers notre avenir, on va se tourner aussi vers
On verra pas d'image, mais vous les voyez dans le... C'est pas grave. En même temps qu'on va se tourner vers notre avenir, on va avoir encore ce lien avec le passé. Et cette COP22, peut-être, sans doute, accueille cette idée-là du lien entre un passé toujours actif et un présent qui ne demande qu'à être rempli par ce passé. Je vous remercie. Pardonnez les incidents techniques.